nous nous retrouvons là tous les trois, euh, Monsieur Jean-Michel Bouvard, Monsieur Dominique Glin. Vous avez participé, ou en tout cas vous êtes à l'initiative de la publication d'un ouvrage qui s'intitule L'Oulipo et la Seconde Guerre mondiale, qui a été publié aux presses universitaires de Bordeaux. Voilà, donc félicitations pour ce bel ouvrage. Cet ouvrage prolonge les actes d'un colloque dont il reprend environ la moitié des communications. Et la première question que je voudrais poser, notamment à Dominique Lin, la première question ce serait, pourriez-vous nous dire quand s'est tenu ce colloque d'abord, ce qui en était à l'origine et ce que ses contributions devaient permettre d'éclairer? Oui, merci pour cette question. Le colloque L'Oulipo et la Seconde Guerre mondiale s'est tenu en septembre 2016 à Londres. Et c'est un moment important qui représente à la fois l'acte fondateur de ce volume, mais aussi le début de ma collaboration avec Jean-Michel Gouvard. Euh, et, et à l'origine, j'étais rattaché à un institut de recherche à l'Université de Londres, The Institute of Modern Languages Research, qui s'intitule désormais Institute of Languages, Cultures and Societies. Et la mission de cet institut ressemble à peu près à la mission de l'IUF en France, c'est-à-dire qu'elle avait pour but de favoriser le développement de la recherche dans les universités et renforcer l'interdisciplinarité en créant des liens avec des chercheurs au Royaume-Uni, bien sûr, mais également à l'étranger et surtout, dans mon cas, en France. J'avais rencontré Philippe Roussin du CNRS alors qu'il était visiting professor à Oxford lors d'un événement dédié à Patrick Modiano à l'Institut français, me semble-t-il. Et ensemble, nous avons nourri un projet de colloque qui permettrait d'éclairer en tout cas une thématique qui n'avait pas été suffisamment traitée jusqu'alors et qui permettrait également de croiser différentes perspectives méthodologiques de chercheurs issus de traditions différentes, et notamment des chercheurs attachés à des universités françaises et des universités anglaises. Il nous a semblé assez rapidement que le lien qui unissait l'UNIPO avec les événements de la Seconde Guerre mondiale pouvait répondre à cette attente. Parce que s'il est usuel de questionner à travers une littérature dite de témoignage, euh, l'espace mémorial propre à la guerre avec les armes du littéraire, cela s'était fait beaucoup plus rarement ou au prisme de la littérature, de la production oulipienne. Et donc ce colloque, et puis forcément l'ouvrage collectif qui en est issu, c'est proposé d'étudier les liens unissant l'Oulipo et la Seconde Guerre mondiale en adoptant différents points de vue. Euh, et le premier de ces points de vue était d'analyser l'évolution du groupe en s'intéressant aux actions collectives, donc les productions des textes à plusieurs mains, les comptes rendus de réunions, l'animation de rencontres en public, etc. La deuxième approche consistait à tracer les trajectoires des individus composant le groupe afin de dégager les spécificités de la production de chacun selon une perspective biographique ou sociologique. Et enfin, la troisième approche consistait à proposer une analyse textuelle, littéraire, des œuvres produites par les Oulipiens. Et donc le colloque et puis le volume ont cherché à dessiner les choix opérés par les membres de l'Oulipo, aussi bien sur le plan formel qu'en ce qui concerne l'organisation interne du groupe et son fonctionnement. Et ce faisant, on espère, en tout cas dans ce volume, mettre en évidence le lien étroit qui existe entre les expérimentations langagières, je reprends ma dernière phrase, ce faisant, ils mettent en évidence le lien étroit qui existe entre les expérimentations langagières et une certaine conception de l'engagement politique.
Oui, d'accord. Et ces contributions diverses expliquent euh, eh bien le caractère, on va dire, pluriel de cet ouvrage qui est composé aussi, je le précise, bon, bien sûr, d'articles qui sont écrits en français mais aussi en anglais. Et puis, nous avons aussi droit à la fin, notamment, à la présence même de Jacques Roubaud, hein, qui est interrogé et qui propose un témoignage vivant de son intégration, de ce moment où il est entré, parce qu'il est l'un des premiers finalement, hein, dans les années 60, à avoir intégré le groupe Toulipo. Alors, puisque je parle de ces années 60, c'est-à-dire 1960, c'est bel et bien l'année de la fondation, hein, de l'Ouvroir Littérature Potentielle. Et cette date, a priori, semble montrer qu'il n'y a pas de relation historique immédiate, en tout cas évidente, entre ce groupe de recherche des membres de l'Oulipo et la Seconde Guerre mondiale. Alors justement, qu'est-ce qui relie ces deux événements en apparence si étrangers l'un à l'autre? Il y a effectivement un hiatus entre la fin de la guerre et la création de l'Oulipo. Néanmoins, la date de la fondation situe le groupe dans l'après-guerre et les Oulipiens de la première génération, ceux qui ont fait partie du groupe fondateur, avaient tous une expérience directe de la guerre, et même pour un certain nombre d'entre eux, de la résistance. François Le Lyonnais, par exemple, était un rescapé du camp de Dora. L'engagement de Jean Lescure et de Noël Arnaud par la presse et les armes est notoire. Lescure était un gaulliste qui entretenait d'excellents rapports avec le général, et Noël Arnaud avait été un agent secret des services alliés pendant la guerre. Il y avait aussi Paul Brafort, qui avait été l'un des dirigeants de la manifestation des étudiants contre les Allemands à l'automne 1940. Et donc ce lien plus ou moins proche avec la résistance a fonctionné comme un critère tacite dans la composition du groupe. Une bonne partie de ceux qui ont composé le premier Oulipo avaient ainsi un lien assez profond avec la résistance. Et Le, d'ailleurs, il me semble que, oui, excusez-moi, et il me semble que Jacques Roubaud précise que lorsqu'on l'a contacté, le groupe était encore quasi inexistant, on va dire, aux yeux du grand public. Enfin, lui-même en avait très peu entendu parler. Et l'une des raisons pour lesquelles il a accepté d'intégrer le groupe, c'est précisément qu'il s'y trouvait un certain nombre d'anciens résistants, si je ne me trompe pas. C'est tout à fait cela. Ça a été un critère déterminant d'adhésion pour Jacques Roubaud. Et Jacques Roubaud, qui fait partie donc de cette deuxième génération d'Oulipiens, deuxième génération dans la mesure où il ne faisait pas partie du groupe d'initiés qui a composé, qui a été recruté en premier lieu par François Le Lyonnais et Raymond Queneau, mais bien de cette deuxième vague. Euh, pour un autre membre de cette deuxième vague, qui est Georges Perec, la guerre était très importante aussi. Donc, ce lien s'est perçu, en tout cas, pour donc, la première génération et même cette deuxième génération avec Pérec et Roubaud. Avec Pérec, on a pensé, on a longtemps pensé que le rapport qui était entretenu à la guerre et qui traverse son œuvre était spécifique à son histoire personnelle, mais Roubaud l'explique très bien dans l'entretien qu'il nous accorde dans le volume, mais également on a la trace de cet intérêt, ou en tout cas cette histoire qui le relie à la guerre dans des textes qui apparaissent dans les années 90, par exemple dans la dernière balle perdue ou encore Parc sauvage. On voit déjà que la guerre a été extrêmement importante pour lui. Euh, et puis même, on peut dire que le fonctionnement du groupe de l'Oulipo, en tout cas au début, son origine secrète, entre guillemets, en tout cas à l'origine, les membres de l'Oulipo n'étaient pas censés divulguer leur appartenance au groupe,
rappelait en quelque sorte les groupes clandestins de la résistance auxquels certains avaient appartenu pendant la guerre. Et même si l'existence de ce groupe était devenue un secret de polichinelle, les comptes rendus des premières réunions dans les années 60 soulignent que les membres chambraient ceux qui laissaient paraître des informations sur leur appartenance. Ainsi, Jean Lescure est condamné à mort par les autres membres du groupe pour avoir laissé ébruiter les noms de certains collègues qui formaient l'Oulipo. Alors bien sûr, cette condamnation à mort est placée sous le joug de l'humour noir. Cependant, elle rappelle des modes de fonctionnement de certains groupes lors de temps plus agités que les membres de l'Oulipo ont connus. Ce qui apparaît, c'est que il semble. Alors vous avez évoqué quand même hein, le fait que Pérec fasse allusion quand même de manière très claire à la guerre, pas dans toute son œuvre quand même loin s'en faut. Et il semblerait que l'Oulipo qui repose sur un travail de la contrainte. Euh, Dans ce travail de contrainte précisément, ce n'est pas là finalement que les allusions à cette Seconde Guerre mondiale se font le plus apparent. Donc, est-ce que finalement, il s'agit pas essentiellement, je veux dire, d'une réunion d'individus qui auraient effectivement un passé commun, hein, celui de la guerre, mais qui précisément auraient tout fait pour, au sein de la littérature de contrainte, éviter d'en parler. Oui, pour compléter ce qui vient d'être dit, je me souviens aussi très bien que Jacques Roubaud, donc lors de l'entretien qu'il nous a accordé à Londres là en 2016, eh bien a aussi précisé ouvertement, et ça recoupe ce que tu viens de rappeler, Dominique, que lors des réunions en fin de compte de l'Oulipo, et on n'abordait pas la question politique parce que Roubaud a dit explicitement que ça aurait amené les différents membres de l'Oulipo à s'entre-déchirer. Enfin, non seulement parce que il y a eu plusieurs résistances sur le plan des sensibilités politiques, hein, du communisme au gaullisme, mais aussi parce que certains Oulipiens avaient pu, peut-être pour quelques-uns d'entre eux, être séduits au moins à un certain moment par les sirènes de la collaboration. Et Alain Chevrier, dans l'article que nous publions, dans le volume, montre très bien que Jean Queval a succombé momentanément pendant quelque temps à de tels appels, puisqu'il a renié certaines de ses publications qui étaient très clairement qui avaient très clairement des sympathies pour à la fois l'extrême droite et la collaboration. Donc le groupe n'était pas un groupe uniquement de résistants, il était à l'image aussi de la société française d'après-guerre, et je dirais il était à l'image de cette société non seulement par les sensibilités politiques que chacun des membres pouvait avoir, mais aussi par cet accord tacite qui consistait à ne plus en parler, puisqu'on a de nombreux témoignages sur les 10, 15 années qui suivent la guerre où il y a eu une espèce d'oubli volontaire que d'aucuns qualifient de nécessaire pour que la société française puisse redémarrer, en fin de compte, se refonder et se relancer après l'état dans lequel elle était sortie suite au conflit. Bah, il fallait laisser de côté certaines oppositions, sinon le pays, enfin, le pays ne pouvait plus avancer. En fin de compte, ça aurait été une guerre civile. Donc, j'ai trouvé aussi ce témoignage, enfin, l'aspect enfin, ce témoignage de Roubaud comme l'étude d'Alain Chevrier intéressante aussi de ce point de vue-là par le paysage tout en nuances finalement que ça permet aussi de brosser. Roubaud évoque aussi le cas d'Albert-Marie Schmitt, qui avait été un résistant qui s'est mal conduit après la guerre, hein, parce qu'il a accepté de remplacer quelqu'un qui s'était fait licencier. Et puis, comme tu l'expliques très bien, Jean-Michel, lorsque Queneau et Le Lyonnais recrutent les premiers membres du groupe, ils ont cherché à savoir si les personnes qui allaient participer
n'allait pas batailler sur d'autres fronts. Donc, le mot d'ordre est vraiment de pas de bagarre au sein de l'UIPO, en tout cas pas de bagarre politique. Il ne fallait pas faire autre chose que de l'expérimentation littéraire. Euh, leur idée fondamentale étant que nous sommes en paix et que nous avons tous des différents engagements que nous pouvons prendre, mais ces engagements sont à prendre en dehors du groupe de recherche de la littérature. Et je pense que c'est ce qui a permis dans un premier temps de faire fonctionner le groupe et ce qui a permis aussi sur la durée de faire en sorte que l'Oulipo existe, en tout cas dans une certaine forme, aujourd'hui encore. Non, je voulais juste ajouter que c'est à l'image de la société française également, puisque on pourrait dire que les premières démarches publiques ouvertes pour, en quelque sorte, poursuivre pour leurs faits les anciens collaborateurs, en France, finalement, c'est quelque chose qui ne s'est vraiment développé qu'à la fin des années 70 et dans les années 80, du moins dans l'espace public le plus large, même si, bien sûr, certaines choses se savaient. Et c'était quelque chose plus largement dans la société française dont on ne parlait pas. Et on peut dire de ce point de vue-là que l'Oulipo, en tant que petite société littéraire, est à l'image de la grande société française telle qu'elle s'est comportée, on pourrait dire, pendant une trentaine d'années, en fin de compte, après la guerre. Il y a quelque chose qui m'intéresse et qui est évoqué dans l'ouvrage. C'est justement cette position de l'Oulipo par rapport à la réflexion d'Adorno concernant la poésie. On ne peut plus écrire de poésie après Auschwitz. Et à partir de là, il semble s'être dégagé une position commune de la part des membres de l'Oulipo, justement, pour dire oui, on peut malgré tout écrire. Mais alors, quelle était cette condition? À quelles conditions pouvait-on écrire malgré tout après Auschwitz? Oui, effectivement. Je pense que ici, il faut distinguer la production de l'Oulipo en tant que groupe de recherche et les œuvres d'Oulipiens individuels. Effectivement, le groupe n'a pas tenu à aborder ce sujet difficile de manière frontale, mais il a quand même apporté une réponse personnelle et Jacques Roubaud explique très bien dans l'entretien qu'il nous accorde que les membres de l'Oulipo ont voulu répondre à leur manière à cette formule d'Adorno, selon laquelle il serait impossible d'écrire après Auschwitz. Et ils ont montré que la parole poétique ne pouvait pas exprimer jusqu'à l'horreur des camps, mais elle pouvait au moins reprendre les choses assez modestement, et que les poètes sont avant tout des artisans de la forme. Et après la guerre, ils se sont remis au travail et ils se sont comportés en fabricants de poèmes. Quant aux individus qui ont composé l'Oulipo, il ne faut pas oublier que pour parler de la guerre plus précisément, l'un des premiers, et d'expérience des camps, l'un des premiers textes en langue française sur l'expérience des temps est signé François Le Lyonnais. Et c'est son très émouvant La peinture à Dora qui paraît en 1946 dans l'édition Fontaine. Et ce texte qui relate l'ennui des camps et comment il a réussi à tromper l'ennui en décrivant des tableaux à son ami et compagnon Jean Gaillard. Alors bien sûr, ce texte, comme d'autres textes d'Oulipiens, prédate la création de l'Oulipo, mais il a quand même eu une influence très forte sur de futurs Oulipiens, dont Jacques Roubaud, qu'il avait lu avant d'intégrer ce groupe de recherche, et puis surtout Pérec. Et chez Pérec, la question de la guerre et des camps est traitée non pas comme des objets de savoir, mais comme une forme d'absence. Et dans son œuvre autobiographique W ou le souvenir d'enfance, la réalité des camps est centrale, mais il manque une description précise. Cela s'explique par le fait que Pérec n'a pas connu les camps, mais qu'il y a perdu sa mère. Donc ces camps sont là comme témoignage de cette absence.
autour de laquelle on peut échafauder la contrainte pour essayer de s'en approcher, mais sans jamais y pénétrer, en tout cas pas pénétrer au cœur de cette absence. Ouais, je pense aussi que justement, si on essaie de penser la démarche de l'Oulipo par rapport à la phrase d'Adorno, non seulement il y a l'idée de fabrication, hein, qu'on a dans ouvroir de littérature potentielle, mais il y a aussi cet adjectif de potentiel alors, qui est ambivalent en fin de compte, qui désigne une infinité de possibles, mais qui est aussi potente, c'est-à-dire l'idée que l'on peut faire de la littérature et l'idée que écrire, c'est aussi un acte de volonté. Hein, cette idée de vouloir la littérature est aussi très importante chez les Oulipiens. Et je pense que c'est quelque chose là aussi qui s'explique très bien par les années d'après-guerre avec où il y avait de fait dans la société une volonté de sortir de la guerre, de reconstruire le pays. Et de même à l'époque, par ailleurs, dans un champ, donc toujours celui de la littérature et de la politique, on voit apparaître de manière encore plus marquée que dans l'entre-deux-guerres l'idée d'engagement politique qui est terrorisée, discutée, qui fait l'objet de divers débats et qui donne lieu à de la production littéraire. Alors je fais allusion bien sûr à tout ce qui s'est écrit autour de Sartre et des temps modernes, mais justement il y a un point commun, me semble-t-il, entre la démarche, disons, à la fois la théorie existentialiste et la théorisation de l'engagement par Sartre et l'Oulipo, c'est que dans les deux cas, il y a la volonté d'avancer, de construire ou reconstruire le monde, et il est évident qu'une telle volonté euh, a été en quelque sorte multipliée par les événements qui avaient été vécus pendant la guerre. Donc c'est pas uniquement l'idée que pour pouvoir écrire, par exemple, de la poésie, on va se donner des outils pour la fabriquer, comme le fait Queneau dans Mille milliards de poèmes, c'est aussi qu'on veut la fabriquer. C'est-à-dire que même si le monde tel qu'il est peut nous décourager et nous laisser penser que les pouvoirs de la littérature sont bien faibles, voire inexistants, voire inopérants, ben, il faut tout de même continuer. Et donc à partir de là, un des moyens de continuer, c'est de travailler à la littérature et de vouloir la fabriquer avec un certain nombre de contraintes et à partir de là, retrouver, comme le disait Dominique, réussir quand même à parler de l'innommable, de l'inexprimable, de l'indicible, qu'a été l'expérience qui était à la fois nouvelle et qui n'avait jamais été vécue auparavant, hein, de l'horreur de la guerre en général et de l'atrocité des camps en particulier. Je voudrais proposer un parallèle entre le surréalisme et l'Oulipo. Le surréalisme aurait émergé consécutivement à la Première Guerre mondiale. Euh, Comme un traumatisme, l'expression peut-être d'un traumatisme ou peut-être une manière de s'en dégager. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que ce parallèle est légitime, hein, pour l'Oulipo? On peut dire que l'Oulipo est né du traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. Oui, on peut dire hein, que l'Oulipo découle en quelque sorte du traumatisme de la Seconde Guerre mondiale et découle aussi du surréalisme. Queneau a été un représentant important du mouvement surréaliste avant de s'en éloigner. Et je pense qu'il a essayé de faire les choses autrement, hein, c'est-à-dire euh, il y a un principe d'anti-hasard qui est mis en avant dans la création politique, poétique, pardon. Il y a il y a une forme d'anti-hasard qui est mise en avant dans la création poétique, qui permet de présager des enjeux textuels de manière contrôlée, volontaire et structurellement justifiée. Donc la contrainte permet à la fois de remettre au goût du jour les exigences formelles de la métrique, en y introduisant de nouveaux paramètres, et aussi de renouer avec des jeux comme le cadavre exquis que pratiquaient les surréalistes, par exemple,
comme moteur de création poétique. L'écriture automatique aussi. Bon, là, on a une forme de reprise, en tout cas de certains codes, en ajoutant des contraintes qui, à l'origine, étaient plutôt linguistiques ou mathématiques, qui maintenant peuvent devenir de l'ordre du temporel, hein, dans les pratiques oulipiennes plus récentes, c'est-à-dire d'écrire entre telle station de métro et telle autre station de métro. Mais il y a toujours ce jeu avec la stimulation, en tout cas, de la poésie par des moyens qui sont autres que l'inspiration romantique. Et cette dette-là, en tout cas au mouvement comme ceux du surréalistes, je pense qu'on la retrouve. Ce qui est intéressant à préciser, je veux dire pour quelqu'un qui commencerait à peine à mettre le nez dans la littérature oulipienne, c'est de ne sans doute pas opposer l'Oulipo au surréalisme de manière un peu trop brutale. Ce n'est pas un anti-surréalisme, même s'il y a des contraintes que ne connaissait pas nécessairement le surréalisme. C'est cela que je crois comprendre. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, c'est bien cela, même si je pense que certains Oulipiens ont mis en avant une sorte d'anti-surréalisme par moment. Ça reprend finalement les codes du surréalisme en les détournant. Oui, moi, je pense qu'il faut, en fin de compte, pour bien penser cela, je pense qu'il faut distinguer deux choses, c'est-à-dire l'aspect historique d'une part et l'aspect littéraire et le parcours des différents auteurs. Du point de vue historique, et d'une certaine manière, c'est une banalité. Un événement traumatique comme une guerre, que ça soit donc la guerre 14-18 ou la guerre 39-45, induit, enfin, est forcément traumatisant pour ces acteurs. Et donc, que l'on soit écrivain ou pas d'ailleurs, hein, c'est forcément un événement marquant. Et quand on est écrivain, bah, ça peut amener, et il est évident d'un point de vue de l'histoire de la littérature, ça a amené, après 14-18, l'émergence du surréalisme, ça l'a au moins facilité. Il en est de même donc pour l'Oulipo, dont dans notre volume, on essaie de montrer les liens qu'il entretient avec la guerre, cette fois-ci 39-45. Donc il y a une analogie, disons, de type à la fois historique et social, culturel, entre ces deux émergences post-conflit du surréalisme et de l'Oulipo. Mais comme tu viens de le rappeler, Dominique, en même temps, un certain nombre d'Oulipiens sont foncièrement, je pense, on pourrait dire sans les trahir, qu'ils sont foncièrement anti-surréalistes, ou en tout cas qu'ils n'adhèrent pas du tout aux grands préceptes du surréalisme, qui, si on laisse de côté certaines pratiques comme celles que tu as évoquées du cadavre exquis, avaient tendance, avec par exemple l'écriture automatique, mais avec d'autres procédures également, à favoriser une écriture tout à fait spontanée, et donc qui, au contraire, n'est pas du tout contrainte au sens où l'Oulipo l'entend. Et de ce point de vue-là, évidemment, les deux écoles paraissent assez lointaines l'une de l'autre. Maintenant, il est évident que pour certains auteurs, il y a eu un parcours qui a commencé avec le surréalisme et qui s'est prolongé avec l'Oulipo. Et je pense bien sûr à Raymond Queneau, auquel j'ai dans le volume consacré donc un article, puisque effectivement, lorsqu'il est tout jeune écrivain, lorsqu'il écrit Les Yeux, par exemple, Queneau est influencé par le surréalisme de manière très nette, par l'esthétique que ces textes poétiques illustrent. Mais on peut penser que très vite, et peut-être dès le départ, Queneau n'est pas pleinement satisfait par justement les préceptes surréalistes. Je pense que ce qui l'a intéressé dans le surréalisme, c'est le travail sur l'inconscient et la prise en compte de la partie inconsciente de la psyché pour comprendre et décrire, représenter un être humain, puisque l'inconscient est quelque chose qui, chez Queneau, occupe une part importante, aussi bien dans sa poésie que dans ses romans, et on sait que
c'est quelqu'un qui, dans sa vie également, éprouvé des difficultés à vivre, au moins par moment. Donc c'est quelque chose qui certainement dans le surréalisme la séduit, le fait de ne pas se représenter en rentrant dans certains cadres normés et en faisant comme si tout allait bien et qu'on pouvait comprendre, en fin de compte, comprendre quelqu'un ou se comprendre soi-même. Mais c'est François Le Lyonnais qui dit que Raymond Queneau a toujours été oulipien, qu'il est toujours allé vers l'Oulipo, y compris dès ses débuts. Et ce qu'il veut dire par là, c'est que dès le départ, on voit aussi chez Queneau une appétence pour justement les règles, les contraintes alors formelles dans sa poésie, mais aussi dans ses romans. Le Chien-dent, il faut pas l'oublier, date de 1933, donc est bien antérieur à la création de l'Oulipo, mais il est entièrement construit pour ce qui est de sa structure, on pourrait dire comme un roman de Pérec, c'est-à-dire que il y a tout un rythme, tout un ensemble de contraintes qui pèsent sur chaque chapitre, sur sa construction générale. Et donc c'est quelqu'un qui était naturellement soucieux, pourrait-on dire, aussi de cadre et de structure, de contraintes, de procédés. Et donc je dirais que la suite de son parcours n'a fait que faciliter n'a fait qu'encourager ce versant-là de sa création. Et il s'est de plus en plus effectivement détaché d'une possible liberté qu'offrait le surréalisme pour aller vers une écriture plus encadrée, peut-être justement pour mieux dire certaines choses qui, euh, en lui, étaient à un état plus ou moins disciple, plus ou moins chaotique, plus ou moins accessible. Et donc à partir de là, bah, la guerre, il le dit très clairement dans son œuvre, là en quelque sorte aidé, puisque sa perception de la guerre, et de la guerre 39-45, c'est que ce n'est pour lui que la répétition d'une barbarie qui trouve à s'exprimer à travers les siècles de manière régulière et constante. C'est-à-dire qu'il a pensé la guerre 39-45 non pas comme un événement exceptionnel, unique dans l'histoire de l'humanité, comme on la présente parfois dans les documents de vulgarisation de ce conflit, mais comme étant finalement un événement qui avait bien des points communs avec d'autres guerres qui avaient eu lieu par le passé. Et donc, il a plaqué en quelque sorte sur sa compréhension de l'histoire la manière dont lui-même fabriquait ses romans ou fabriquait ses recueils de poésie. Donc, l'actualité, en quelque sorte, l'a convaincu que c'était le meilleur moyen de penser l'histoire, de penser l'humanité. Donc il y a ici un dialogue intéressant entre la création littéraire chez Queneau, parce que je parle bien là que de Queneau, et le lent parcours vers l'Oulipo. Oui, justement, je voulais revenir à propos de Queneau. Ce qui est assez intéressant, là encore, il y a une sorte d'articulation assez étrange au fond entre cette liberté qui est celle de choisir ses contraintes. Très clairement, il y a des contraintes. On pense au lipogramme notamment, etc., qui sont des contraintes très très dures, ou les textes monovocaliques, par exemple. Mais en même temps, il y a toujours cet aléatoire dans la contrainte. C'est-à-dire, pourquoi cette contrainte-là plutôt qu'une autre? Qu'est-ce qui la détermine? Comment se met-on à se, à se mettre d'accord justement sur telle contrainte? Est-ce que c'est le jeu qui va l'emporter? La dimension ludique, en fait, de l'entreprise? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Voilà, c'est une question. Bah, moi, je pense, alors s'agissant de Queneau, mais aussi, par exemple, de Pérec, et je crois pouvoir avancer que c'est vrai aussi d'un certain nombre d'autres auteurs de l'Oulipo, la contrainte est gratuite, c'est-à-dire elle est choisie évidemment par l'auteur, mais elle n'a pas de raison d'être, et elle n'a pas à recevoir un assentiment ou un accord ou une détermination extérieure quelconque. Le travail de l'Oulipo, pour moi, c'est comparable à un jeu au sens de la théorie du jeu, c'est-à-dire que on se donne des règles pour pouvoir construire quelque chose. Un jeu de cartes, un jeu de société, quel qu'il soit,
est complètement gratuit. Il n'existe que parce qu'on a fixé les règles qu'on a fixées pour y jouer. Donc les règles n'ont d'autre raison d'être que de pouvoir jouer. Et l'Oulipo, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on se fixe des règles pour pouvoir écrire une œuvre, mais ces règles n'ont d'autre finalité que de permettre à l'œuvre de s'écrire. Elles n'ont pas de valeur extérieure, en fin de compte, à l'œuvre. Pourquoi Pérec, dans la vie mode d'emploi, décide-t-il dans chaque chapitre de faire tant de références à tel et tel ouvrage de la littérature? Et bah, il n'y a pas de raison, évidemment. Pourquoi ce nom, pourquoi X références et pourquoi faire des références? C'est uniquement une contrainte qu'il se donne, mais qui lui permet de jouer et c'est-à-dire de d'écrire en fin de compte son livre. Et donc il y a une gratuité dans le jeu, mais en même temps il y a aussi ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la volonté de jouer, hein, c'est-à-dire le fait que on ne, ce n'est pas quelque chose de gratuit au sens de sans valeur, hein. On veut construire un objet, et pour construire cet objet, on se donne des règles qui n'ont d'autre raison d'être que la construction de cet objet. Oui, tout à fait. On peut Alors, dire simplement que la contrainte sert de levier pour débloquer l'imaginaire, que ce soit pour la production de textes plus ou moins sérieux, plus ou moins légers, plus ou moins divertissants, et que la contrainte n'a pas d'autre but que cela. Ouais. alors, j'aurais une question à poser justement sur la dimension un peu amusante en fait des productions de l'Oulipo. Je pense notamment à toutes leurs expérimentations dans l'Atlas de littérature potentielle. Mais avant ça, je voulais évoquer, puisqu'on en est toujours quand même à la Seconde Guerre mondiale, quand même, il faut en parler, euh, l'ouvrage peut-être l'un des plus fameux de Pérec, l'ouvrage à contrainte qui s'intitule La disparition, hein, a suscité beaucoup de commentaires et il y a une interprétation selon laquelle, alors il y en a eu beaucoup, hein, selon laquelle cette disparition, c'est le psychanalyste Ali Magouli qui avait évoqué cela, hein, serait finalement l'allusion à la Shoah. Alors, est-ce que on en sait un peu plus aujourd'hui? Est-ce qu'on s'est mis d'accord sur une interprétation? Est-ce que ça a été complètement récusé ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose d'envisageable? Voilà. Alors, alors peut-être l'idée de disparition dans les années d'après-guerre il faut bien savoir que c'est un, comment dire, c'est un thème socio-culturel de premier plan. En effet, la guerre étant terminée, bah, il est apparu que un bon nombre de personnes avaient disparu. On le voit aujourd'hui dans l'actualité récente ou dans des pays où où il y a des dictatures, il y a des personnes qui disparaissent. Et en fin de compte, on a oublié aujourd'hui qu'en France, dans les années d'après-guerre, eh bien une partie des Français, des Françaises avaient disparu. Et donc, le gouvernement a institué un bureau de recherche des disparus qui devait essayer de retrouver les traces des personnes manquantes, savoir si elles, s'assurer qu'elles étaient bien décédées, donc ça va essayer de savoir dans quelles conditions, ou si éventuellement, par les aléas de la guerre, elles étaient, se trouvaient transportées dans éventuellement même non seulement ailleurs en France, mais peut-être dans un autre pays, etc. Et donc, pendant plusieurs années, il y a eu comme ça un bureau d'investigation et dont on parlait dans la presse, etc. Donc, l'idée de disparition n'était pas attachée uniquement à la Shoah, alors bien sûr il ne s'agit pas de minorer la Shoah, qui est la disparition tragique, hein, de 6 millions d'individus de manière industrielle, de manière organisée, mais c'était aussi un thème socioculturel en France. Et moi, justement, je me m'étais demandé déjà si cette idée d'écrire un roman où il manquait une lettre n'était pas une espèce de transposition, n'avait pas pu quelque part être inspiré par cet état de fait des disparus, hein, parmi lesquels il y avait donc évidemment des juifs, mais également des résistants français et françaises, par exemple, et si ça n'avait pas pu être en partie inspiré par cette actualité, dont on trouve par ailleurs des échos également dans quelques pièces, et entre autres une pièce inaboutie de Samuel Beckett,
qui semble, qui représente deux individus dans un bureau qui mènent des enquêtes sur des gens qui ont disparu et qui est très clairement inspiré par cette actualité-là. Donc, la disparition, oui, bien sûr, enfin, en littérature, on a toujours des marges d'interprétation, donc on peut pas dire non, ce n'est pas la Shoah. Il est possible que, compte tenu en plus de évidemment de l'importance qu'occupaient les camps dans l'imaginaire de Pérec, Dominique en a parlé tout à l'heure, puisque sa mère y a disparu. Je parlais tout à l'heure là oui, de la dimension ludique. On peut peut-être en dire un petit mot rapidement. Hein, je pose ma question là, c'est celle que je vous avais proposée là, où je vous demandais ceci. Et il y a dans l'Oulipo beaucoup de jeux et de fantaisie, hein, et je pensais effectivement à ce texte monovocalique composé par Pérec et qu'on trouve dans l'Atlas de littérature potentielle. Hein. Max Planta, ça navagea dans l'avant-bras d'Andras, ça ratapa, ça va pas, fada, Brahma Andras, ça falante à grand fracas. Donc là, je dirais, il y a de l'humour potache. C'est pas, je dirais, un cas exceptionnel. Ça se produit souvent, ce genre oui, de petits textes humoristiques. Et justement, la question, c'est quelle est la part de fantaisie, sinon de comique un peu léger, un peu frivole dans l'entreprise oulipienne, et quelle est à l'inverse la part de sérieux? Voilà. Parce que là, si on parle de la Seconde Guerre mondiale, on a l'impression que finalement, l'Oulipo n'était qu'une entreprise extrêmement grave, extrêmement sérieuse. Et bon, il faudrait pas non plus que ça atténue aussi cet aspect-là qui me semble quand même très important. Bien sûr, bien sûr. Je pense que la création poétique est considérée avec beaucoup de sérieux et comme une entreprise très sérieuse par les membres de l'UIPO. Ce qui ne veut pas dire que cela ne produit pas des textes qui sont légers et divertissants. Et là, vous avez donné un très bon exemple d'un texte qui se lit avec beaucoup de plaisir, sur le même registre. Des Oulipiens ont créé des textes pour des volumes de mélange. Et tous les mardis, à la BNF, il y a une restitution de textes qui sont écrits avec ce même, cet humour, cette envie de jouer avec le langage, parce que c'est en cela que cette démarche expérimentale de jouer, de produire des textes régulièrement avec tout le sérieux d'un laboratoire de recherche, comme un laboratoire scientifique, il est dévié pour créer quelque chose qui va montrer justement tout le potentiel de la langue et du langage, et y compris le potentiel comique. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Alors, on en a moins traité dans ce volume, parce que le sujet ne s'y prêtait pas entièrement. Mais c'est vrai que dans Louis Vuitton, de manière générale, cette question du comique, du frivole est complètement présente. Oui, oui. Bah, dans le volume, effectivement, comme le thème de la guerre conduisait pas forcément à beaucoup en rire, mais l'article d'Alain Chevrier sur Jean Queval commence par rappeler que, en reprenant donc un compte-rendu d'une réunion de l'Oulipo, Jean Queval propose comme alexandrin le train traverse la nuit. Bon, ce qui évidemment n'est absolument pas un alexandrin. Alors on voit bien que ça, c'est typiquement de l'humour potache, hein, effectivement, et on trouverait dans les comptes rendus de l'Oulipo de nombreuses sorties de cet acabit. On peut même trouver dans certains poèmes de Queneau, dans Battre la campagne, fendre les flots, hein, des textes comme ceci, ou dans Les Yeux, donc, que j'évoquais tout à l'heure, ou même L'Instant fatal. Il y a certains textes où on a l'impression qu'effectivement, que c'est avant tout des plaisanteries, des blagues.
Mais à côté de cela, hein, c'est ce qui est un effet, je dirais, presque inévitable quand on rassemble entre eux des écrivains un peu créatifs et un peu libres. Avoir ce type d'humour est quelque chose qui n'est pas finalement exceptionnel. Mais en même temps, justement, contrairement peut-être à ce qu'on pourrait penser, je crois qu'il ne faut pas non plus dissocier la thématique de la Seconde Guerre mondiale et l'humour. Il faut se souvenir que Queneau a commencé d'écrire ces exercices de style, donc qui sont typiquement un exercice oulipien, mais avant la lettre, puisque il les commence durant la guerre. Et il a dit explicitement que s'il avait commencé, donc je rappelle, un exercice de style, c'est un petit récit que Queneau a écrit et qu'ensuite il a réécrit des dizaines de fois en se donnant à chaque fois une contrainte. L'une d'entre elles étant pour l'un des textes de l'écrire en alexandrin, mais il a choisi toutes sortes de contraintes diverses et variées pour réécrire inlassablement la même histoire à peu près une centaine de fois. Et en fin de compte, il a commencé ses exercices pendant la guerre et il a dit très clairement que c'était pour échapper, en fin de compte, à au quotidien terrible de la guerre. Donc, on voit comment une situation qui était nécessairement une situation difficile peut amener sous forme d'exutoire, d'échappatoire, un exercice littéraire qui, rétrospectivement, peut nous apparaître quelque part peut-être un peu gratuit, un peu potache, mais qui finalement a une origine liée à un événement tout à fait grave. Et ce type de contrepoids, je crois, est quelque chose qu'il ne faut pas oublier pour aborder le traitement que peuvent faire de la guerre un certain nombre d'Oulipiens dans leurs textes. Est-ce que on pourrait signaler des, comment dirais-je, puisque tu évoques le fait que Queneau avait commencé à envisager finalement l'Oulipo avant même qu'il ne soit créé, avant même la guerre, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des ancêtres de cette littérature à contrainte? Par exemple, quelle est la dette, par exemple, de l'Oulipo vis-à-vis d'Alphonse Allais ou d'autres? Alors, oui, oui, bien entendu. Je pense c'est à travers le temps, on retrouverait, on trouve un certain nombre d'auteurs qui, soit de manière assez récurrente, soit de manière plus ponctuelle, se sont fixés effectivement des contraintes. Ensuite, je crois que ce qui fait l'Oulipo, c'est la théorie qui l'accompagne, c'est-à-dire la conception de la littérature et le rapport au littéraire qui l'accompagne. Parce que la contrainte en soi ne fait pas l'Oulipo, c'est bien évident. Si si on reste dans le domaine de la poésie, il est bien certain que, par exemple, un poète lyonnais comme Maurice Sèvres au XVIe siècle, lorsqu'il écrit ces fameux 10 ans, bah, se donne une contrainte déjà qui est d'écrire des poèmes en 10 ans. On pourrait en dire de même à la rigueur des auteurs de sonnets, hein, qui se donnaient comme contrainte d'écrire en sonnet, avec non seulement des contraintes formelles, mais aussi des contraintes rhétoriques, c'est-à-dire qu'à la fin du poème, il doit y avoir un renversement de perspective, de situation, etc. Donc la contrainte en elle-même n'a évidemment pas été inventée par l'Oulipo. Ce qui est spécifique à l'Oulipo, c'est, je pense, justement cette posture qui consiste à inventer des contraintes spécifiques à la création d'une œuvre, l'articulation entre l'idée de contrainte, de créativité et de volonté, l'idée que la littérature est un véritable travail, et ce sont ces éléments-là, me semble-t-il, qui singularisent cette entreprise littéraire par rapport à des pratiques littéraires qu'on peut observer par le passé et qui, assurément, pour une partie d'entre elles, reposent aussi sur des contraintes, mais sans avoir à- avec elles la théorisation et qui est celle qui a pu fédérer à peu près hein, ce groupe d'auteurs qu'on appelle les Oulipiens. Les Oulipiens ont cette formule pour décrire leurs ancêtres qui auraient fait à peu près la même chose qu'eux.
assez magique de plagiat ou de plagiaire par anticipation. Donc, ils en sélectionnent deux, trois comme ça. Et peut-être qu'Alphonse Allais fait partie de la liste, en effet. Mais il y a eu, bien sûr, des ancêtres de Louis Hippo, y compris par l'inventivité. Et comme le dit Jean-Michel très bien, ce n'est pas Louis Hippo qui a inventé la contrainte, mais c'est justement ce positionnement théorique et cette envie de créer de nouvelles contraintes qui les définit. Moi, je parlais d'Alphonse Allais parce qu'il s'inventait lui-même des contraintes. C'est pour ça, hein. Pour ça Oui, que je... oui, oui, mais tu vois, on pourrait penser aussi à la même époque à Paul-Jean Toulet, qui est aussi Oui, quelqu'un tout à fait. qui, voilà, qui construit son œuvre Ouais. sur des contraintes, alors de métrique, mais qu'il se donne à lui-même, effectivement, qui, essentiellement. Euh, mais encore une fois, c'est finalement dans l'entreprise de Toulet, ça reste des contraintes qui sont assimilables à de la versification, hein, des formes poétiques, et ça ne rejoint pas la contrainte au sens très large, finalement, qui peut être de toute nature et finalement n'est pas prévisible, ne précède pas l'œuvre que l'on trouve chez les auteurs de l'Oulipo. Voilà. Donc je pense il y a quand même à partir de là, vraiment, ce qu'on peut appeler un moment olypien dans l'histoire de la littérature française, qui évidemment n'inclut qu'une partie, qu'un certain nombre d'auteurs, hein, d'ailleurs assez restreint finalement, mais il y a vraiment un moment spécifique hein, qui fait que bien sûr, il y a eu par le passé des écrivains qui se sont donné des contraintes, mais pas avec cet effet d'école, et puis ce côté à la fois systématique, volontaire et gratuit, qui est ludique, qui est celui des auteurs oulipiens. Pour conclure, qu'as-tu découvert, qu'as-tu pu tirer finalement de ce travail de recherche autour de l'Oulipo et de la Seconde Guerre mondiale, Jean-Michel? Bah, personnellement, le fait que d'avoir assisté et participé à ce colloque, puis ensuite d'avoir travaillé à l'édition de ces contributions, ça m'a permis vraiment, par les travaux et les contributions qui ont été apportées, de mieux mesurer encore, même si à titre personnel, j'en avais petite perception par mes propres recherches sur Raymond Queneau, j'ai pu mieux mesurer encore combien justement la création littéraire et l'écriture est intrinsèquement liée à la société dans laquelle elle apparaît et elle se diffuse. C'est une approche de la littérature qui m'intéresse maintenant depuis de nombreuses années. Et en travaillant sur ce recueil à l'invitation de Dominique Glyn, hein, qui a été l'instigateur du colloque, j'ai vraiment appris beaucoup de choses sur les trois dialogues, les trois interfaces qu'il pouvait y avoir entre la société qui est donc ici la société des années 40 en France et la création littéraire. Et donc ça a été pour moi vraiment un enrichissement, une source aussi de quelques réflexions qui m'ont permis de prolonger les propres préoccupations thématiques qui étaient les miennes. Pour ma part, qu'est-ce que ça m'a apporté? Euh, j'ai trouvé que le colloque et les contributions du volume m'ont ouvert les yeux sur la, la richesse de la matière littéraire de l'Oulipo, et notamment sur la manière dont on pouvait étudier cette matière très riche euh, a- avec des armes théoriques et des perspectives très différentes. On a l'application ou l'utilisation des études du genre pour étudier la notion du secret de Polichinelle dans le volume. On a des études qui ressemblent plus à des commentaires de texte, des explications plus littéraires. On a des approches historiques et puis on a des textes assez théoriques pour certains. Et je trouve que l'objet
que nous propose l'objet littéraire que nous propose l'Oulipo est suffisamment dense pour permettre ces différentes réflexions qui m'ont fasciné, en tout cas, pour ce projet. Peut-être aussi, pour tout à fait conclure, faudrait-il rappeler qu'il y a un écrivain dont nous n'avons pas parlé durant cette interview, mais c'est celui qui nous a interrogés, puisque Didier Pourquier, non seulement est professeur en classe préparatoire au lycée Montaigne à Bordeaux, mais il est également écrivain, l'auteur de plusieurs romans, dont l'un je dirais, est mon préféré, il m'a particulièrement réjoui. Il porte le titre rabelaisien de Les couilles de Dieu, dont je ne saurais trop recommander la lecture. Donc merci Didier de nous avoir interrogés durant toute cette séance. Merci beaucoup. Et Merci merci pour beaucoup. votre confiance.